On va attaquer directement. Donc le blond, c'est moi, Yann Carré, et le brun, c'est Jean-Baptiste. On nous avait proposé d'intervenir à cette présentation aujourd'hui, à cette manifestation aujourd'hui, et j'ai trouvé que c'était plus intéressant qu'on intervienne à deux, donc on va essayer de faire ce numéro de duettiste. C'est pas forcément très évident. Alors, pourquoi on va vous parler d'économie circulaire? Alors peut-être oui, avant qui on est. Donc moi, je vais revenir. Voilà. Donc moi aujourd'hui, je suis leader chez Decathlon de l'économie circulaire auprès des clients B2B. Donc développer les business models d'économie circulaire auprès des clients B2B. Donc moi, Jean-Baptiste, je suis leader de la partie product. Je suis groupe product manager chez Decathlon sur la partie location, dont on va vous parler plus dans le détail. Absolument. Donc si on regarde maintenant, voilà, pourquoi l'économie circulaire chez Decathlon. Sur ce slide, vous voyez la stratégie de l'entreprise telle qu'on l'a écrite, qui globalement est une stratégie en 5 points, et dont un des points, c'est d'essayer d'être une référence, en tout cas une entreprise qui est source d'inspiration sur un modèle de développement économique qui soit durable. Le modèle de Decathlon, je pense que vous le connaissez, c'est rendre accessible le sport au plus grand nombre. Et il y a une dizaine d'années de ça, on a rajouté la notion durablement, accessible au plus grand nombre, qui est rentrée dans notre mission, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc rendre accessible le sport durablement au plus grand nombre, c'est effectivement limiter nos impacts, comme toute entreprise à nature commerciale. On a des impacts dans l'atmosphère, sur l'environnement, au niveau de la société, et donc c'est comment faire en sorte qu'on limite ces impacts. Dans cette stratégie, il y a 4 points qui viennent la décliner. Le premier point, c'est limiter les impacts via les émissions de gaz à effet de serre, classiquement, quand on produit des produits, quand on transporte des produits, quand on a des magasins, quand on consomme de l'énergie. On émet des gaz à effet de serre. Le deuxième, c'est effectivement de promouvoir une responsabilité sociale de manière plus importante au sein de notre terrain de jeu, qui est aujourd'hui mondial. C'est la promotion de l'équité, la promotion des genres, la promotion de la communauté et des soutiens à la communauté, le sport aujourd'hui au sein de l'entreprise. Le troisième, c'est de faire en sorte qu'on développe notre business de façon régénérative, ou en tout cas qu'on ait le moins d'impact possible sur notre environnement, parce qu'au-delà des gaz à effet de serre, qui sont un marqueur qu'on connaît à peu près tous aujourd'hui, quand on regarde notre impact, on a aussi un impact sur les sols, sur l'eau, sur la biodiversité, et quand on produit des produits comme nous, on pompe des ressources de la terre pour pouvoir faire des produits et qui deviennent des déchets plus tard, donc on a cet impact-là. Et le quatrième, c'est de développer l'économie circulaire. Et pourquoi développer l'économie circulaire ? Parce que c'est probablement, en tout cas on le croit aujourd'hui, un des bons moyens de continuer à créer de la valeur économique dans une entreprise, donc des euros, tout en essayant de découpler cette valeur économique de son pendant dont on a du mal à se départir, qui est la pollution et les impacts, et notamment l'émission de gaz à effet de serre. Donc voilà le pourquoi de l'économie circulaire, et voilà le pourquoi et le sens des raisons pour lesquelles on s'est investi là-dedans. Je vais laisser JB présenter ce qu'on met derrière l'économie circulaire. Alors, d'un point de vue général, aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est un des modèles selon les 3 R, donc Reduce Waste, Reuse, les resources, et Recycle Materials. Chez Decathlon, on a également pris ces 3 R, donc à travers Repair, Second Life pour Reuse, et le recyclage. Et puis on a rajouté un 4e, la location, parce qu'on considère que la location, elle participe fortement à l'économie circulaire. Alors la location, on connaît beaucoup la location courte durée, louer son VTT à la montagne, louer sa paire de skis en hiver. Mais il y a également d'autres types de location, de la location longue durée, ou le leasing, que vous connaissez très bien avec les voitures notamment. Et il y a des modèles qui commencent à arriver en ce moment, ce qu'on appelle la location par abonnement, qui finalement sont une sorte de location longue durée, sans durée d'engagement tout à fait définie dès le départ. Et nous, on a décidé dès le début de mettre le focus sur ce type de location. D'une part, parce qu'il nous paraissait très vertueux d'un point de vue planète. Aujourd'hui, il y a des études, en tout cas il y a 4 ans, quand on a démarré, il y a des études qui nous montraient qu'un produit sportif qui était acheté, un produit d'investissement sportif qui était acheté, il était utilisé en moyenne 3 à 4 mois et ensuite remisé au garage. Et on s'est dit, c'est quand même dommage d'avoir des produits qui soient au garage et alors qu'ils pourraient être réutilisés. Donc on va proposer à nos clients de les louer pour les utiliser le temps dont ils en ont besoin,
et une fois qu'ils ne s'en servent plus, à ce moment-là, ils nous le ramènent et nous, on peut les réutiliser pour les relouer ou les revendre par la suite. Voilà, les trois autres modèles sont effectivement donc réparés, vendre des produits en seconde vie, et le quatrième rouage de l'économie circulaire, c'est le recyclage, mais qui n'est pas aujourd'hui un business model économique. Donc, tu as expliqué ce que c'était. Oui, alors juste par rapport à cette slide-là, de ce fait-là, ce qu'on a voulu faire chez Decat quand on a démarré, c'est de se dire, au travers de justement cette location par abonnement mensuel qui était notre focus initial, c'est comment on va permettre à nos clients finalement d'opérer une transition, évidemment pas sur tout, évidemment qu'on va continuer à vendre des produits, mais sur certains types de produits, sur certains types de besoins qu'ils peuvent avoir. C'est comment on opère la transition depuis un modèle de propriété. J'ai un produit, il m'appartient, et potentiellement sur les use cases qu'on pourra vous présenter, ils finissent au garage ou inutilisés, vers un modèle d'usage. Alors pour le coup, dans la tech, on entend beaucoup le SaaS. Finalement, ce qu'on a voulu faire, c'est certainement la même chose, à part que ce n'est pas un software as a service, mais plutôt un product physique as a service qu'on a essayé de mettre en avant et de développer. Et pour ça, ce qui a été hyper important pour nous, au-delà du volume de chiffre d'affaires qu'on allait générer, c'est aussi la partie satisfaction utilisateur, satisfaction client, mais également ce que ça allait nous permettre à réduire en termes d'empreinte carbone, et donc finalement comment un produit il est réutilisé et donc il a un impact carbone moins fort. Merci JB. Si on regarde aujourd'hui où on en est, en 2025, on a commencé réellement, on va vous en parler un petit peu tout à l'heure sur l'histoire, mais qu'est-ce que ça représente? Ça représente à peu près aujourd'hui un peu plus de 150 000 contrats d'abonnement mensuel, donc ça commence à faire un volume. On est dans 7 pays aujourd'hui, en Europe principalement, 4 grandes catégories de produits sportifs, principalement le vélo pour les adultes et vélo pour les enfants. Il y a un use case évident dans l'usage qui est que son enfant grandit et à quoi ça sert d'acheter un vélo pour son enfant, pour le revendre 6 mois après parce qu'il a grandi ou il a envie de changer d'usage. Donc ce sont les principaux use cases. Le 200%, il est là pour dire que c'est un business qui se développe pas mal. On a fait notre premier euro dans la solution MVP dont on va un petit peu parler en mai 2021. Cette année, on enregistre 200% de croissance. On est plutôt en dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc il y a un fort développement de cette activité. On divise par 3 dans les hypothèses qu'on a actuellement aujourd'hui notre impact environnemental. C'est-à-dire que si on regarde chaque euro net de marge générée par cette activité, il émet 3 fois moins de kilogrammes de CO2 dans l'atmosphère que le business model traditionnel linéaire. Et on a aujourd'hui une appréciation de l'expérience par nos clients et par les utilisateurs qui est de plus de 4,8 sur 5, ce qui est plutôt rassurant et qui montre qu'il y a un marché, on a réussi à rencontrer un besoin et à y répondre de manière satisfaisante. Donc ça, c'est aujourd'hui la photo qui est plutôt satisfaisante. Donc c'est sympa, on pourrait dire génial, c'est super, on est des champions, etc. On va vous parler un petit peu de ce qu'il y a derrière le rideau et l'histoire, parce que c'est pas si simple que ça. On a mis à peu près 5 ans pour atteindre ce camp de base, et on considère aujourd'hui que c'est un camp de base. Il y a eu un premier POC qui a été fait dans un magasin à Lille en 2018, où on a fait une espèce de mix entre de la location longue durée et de la location par abonnement. Un truc complètement bricolé, avec un système d'information qui n'en était pas, pour essayer de comprendre si les clients et les utilisateurs étaient intéressés par ça. Puis ensuite, on est allé sur 3 magasins, et on s'est rendu compte pendant 2 ans, on a poké pendant 2 ans, qu'il y avait un réel intérêt à faire ce genre de choses et que à la fois les collaborateurs et les clients nous disaient bah oui, ça nous intéresse, et si vous étendiez ça d'ailleurs à d'autres produits, on serait intéressé par utiliser les produits plutôt que de les acheter. Ça nous a donné l'idée, et moi en tout cas ça m'a donné l'idée, on ne s'était pas encore rencontré à l'époque avec JB, de présenter au numéro 2 de la boîte à l'époque, qui rentrait de Russie, et de lui dire écoute, je pense qu'il y a un usage, je pense qu'il y a un besoin, regarde ce qui se passe dans l'automobile, regarde ce qui se passe dans le monde du software, regarde ce qui se passe dans le monde de la musique ou du média. Le as a service, c'est quelque chose qui se développe. Il n'y a pas de raison que ça ne se développe pas pour nous et pour les produits d'investissement, ce qu'on appelle les produits d'investissement, donc principalement les équipements. Et assez rapidement, au bout de 20 minutes de discussion, quelques slides de présentation des objectifs, on m'a dit bah, vas-y, on fonce. On y va, monte une équipe, j'y crois aussi, c'est l'avenir, ça va être compliqué de bouger les lignes chez Decathlon, donc il faut foncer dès maintenant. Et c'est comme ça qu'on est parti.
Et c'est là que moi, je rentre dans l'équation, février 2020, mars même, on va le voir juste après. Je rencontre pour la première fois Yann, donc plutôt leader business, et il cherchait un tech lead. Moi, j'ai jamais développé une seule ligne de code. Il cherchait un chef de projet IT. J'étais dans le côté agile, dans l'agilité. Donc, comme ce matin dans un des talks, l'agilité, le produit et le projet, ça faisait pas bon ménage. Et donc, j'ai regardé Yann et je lui ai dit OK, c'est bon, je suis ton homme. En fait, j'avais assez vite compris qu'il ne cherchait pas du tout un chef de projet IT ou un tech lead. Il cherchait quelqu'un qui soit en mesure de l'accompagner et qui avait un réseau, déjà de la connaissance IT, c'était mon domaine, et un réseau de connaissances au sein de Decathlon dans le système d'information qui nous permettrait d'avancer et de pouvoir progresser vers ce qu'on voulait faire. Et donc on s'est mis en route. Moi, mon premier jour de travail sur ce job-là, c'était le 16 mars 2020. C'est assez facile à se rappeler, puisque c'est le premier jour du confinement. Et donc on a appris à travailler en visio avec Yann. Et on a démarré sur un premier projet. On s'est dit, le plus vite possible, il faut essayer de sortir la possibilité de faire un abonnement mensuel sans engagement de vélo adulte à Paris et à Lyon. Et on a travaillé avec une agence spécialisée dans l'abonnement, Ziki, pour pas les nommer. Et puis le 16 juin, je crois, 3 mois plus tard, on a sorti ça sur Paris. On s'est fait dépouiller notre stock qui était très petit, mais en moins d'une heure, parce que finalement on arrivait au bon moment, juste sorti de confinement Covid, et avec une offre de je paye 75 €, je crois, par mois, sans engagement, pour avoir un vélo électrique dans Paris et à Lyon. Donc, super première expérience. On sort de cette expérience-là. Donc, on passe quelques mois à l'opérer et on se dit, c'est quoi la prochaine étape? Et là, Yann revient avec cette idée-là de dire, il y a un projet qui marchote depuis 2 ans sur le vélo enfant. On peut en faire quelque chose et on va le déployer partout en France. Et donc on s'est mis à la recherche de partenaires pour pouvoir le faire différemment, parce qu'on voulait tester d'autres choses par rapport à ce qu'on avait testé sur l'épisode vélo adulte. Et moi tout de suite j'ai dit à Yann, moi ok, je suis partant pour ce truc-là. En revanche, on monte une équipe et on crée une équipe qui nous permettra d'intégrer notre système au système d'information Decathlon, qui est globalement le nerf de la guerre si on veut pouvoir vraiment scaler à un moment ou à un autre. Et c'est comme ça qu'on est parti. On est parti janvier 2021. On a signé avec un SaaS qui est spécialiste de l'économie de l'usage, de la billing economy, et avec 40% d'un développeur Android, un stagiaire et un tech lead, un vrai. Et on a commencé à poser nos premières lignes de code sur un front, un site web, sur un module de notre application vendeur, et configurer tout le SaaS pour pouvoir le faire. Le 5 ou 6 mai, je crois, 2021, on a notre premier contrat qui est signé. Et ça a été évidemment très très long à mettre en place, mais globalement, c'est ça qui a été la première PR qui nous amène aux chiffres dont on vous a parlé juste avant. Alors l'histoire, elle est belle. Bon, je ne sais pas si vous la trouvez belle, nous on la trouve belle. Le concept, il est cool. En revanche, on se disait, ce qui est intéressant aussi, peut-être, vous nous le direz à la fin, c'est peut-être de vous raconter un petit peu comment nous on a vécu ces 5 ans, parce qu'elle n'a pas été toujours hyper facile. Donc on a pris 4 phrases ou idées, concepts, qui représentent finalement assez bien ce qu'on a vécu pendant ces 4 ans. Et puis on va essayer de les développer pour vous expliquer un petit peu quels sont nos grands enseignements, et s'ils peuvent vous servir, on n'aura pas perdu notre demi-heure. Voilà, la première, vous la connaissez tous culturellement. Effectivement, vas-y, fonce, oublie que tu n'as aucune chance, on ne sait jamais, ça peut marcher. C'est exactement ce qui s'est passé. Moi, quand j'ai rencontré Fabrice Béchu, qui était le numéro 2 dont je vous parlais, qui était patron du digital et de la value chain, je lui ai dit, écoute, je n'ai pas fait d'études de marché, je n'ai pas fait un travail de consultant extrêmement développé. Je vois juste une chose assez évidente, c'est qu'il y a un marché sur d'autres secteurs, il n'y a pas de raison que sur le nôtre ça ne fonctionne pas. On a commencé à faire des tests qui sentent plutôt bons, il faut qu'on y aille vite. Et donc
On aurait pu prendre le temps de faire une étude de marché, une analyse de la concurrence, un benchmark, une écoute de nos clients encore plus approfondie que celle-là. Et en fait, on est parti et on a foncé. L'objectif, c'était d'aller vite, de très rapidement savoir où on voulait aller, c'est-à-dire proposer un abonnement mensuel sans engagement avec un prix et des services très attractifs pour les utilisateurs et les clients. Mais on ne savait pas tellement comment on allait le faire, et je ne savais pas tellement comment j'allais le faire, puisque j'étais tout seul et je n'avais pas de budget. Donc on vous l'a dit tout à l'heure, en 3 mois, on a sorti une application. Ce qui est intéressant, et dans l'enseignement que j'ai envie de partager avec vous, c'est on n'avait pas toutes les validations, on n'avait pas toutes les certitudes, on avait une vision claire, on s'est dit, on part, on verra où on sera, régulièrement, puisque tous les 15 jours, on se voyait avec ce sponsor qui nous disait où vous en êtes, ça va pas assez vite, pourquoi vous êtes bloqué, qu'est-ce que je peux faire pour vous, etc., etc. Et à chaque fois, on réajustait. Donc l'idée, c'est de dire, et c'est vraiment l'enseignement clé à ce démarrage, c'est d'être capable de foncer sans avoir toute l'assurance et toute la réassurance que ce qu'une analyse très approfondie faite dans les règles de l'art peut donner. En revanche, d'être capable d'aller vite, de réajuster quand les choses ne sont pas exactement comme on veut, et surtout d'être capable aussi de proposer une visibilité sur des objectifs. C'est-à-dire des itérations courtes, des objectifs, on les atteint, super, on continue, on passe le prochain checkpoint. On ne les atteint pas, ce n'est pas forcément très grave. Si on sait analyser pourquoi on ne les atteint pas, on passe au prochain checkpoint en essayant de réajuster le tir, et c'est comme ça qu'on a fonctionné. Premier enseignement, vraiment d'aller vite et de ne pas hésiter à foncer, parce que ça peut fonctionner. Et effectivement, on avait beaucoup de détracteurs dans l'entreprise qui nous disaient la location, ça ne fonctionnera jamais. Le deuxième, alors cette citation, elle est attribuée à plein de monde. Je crois que Napoléon l'a dit, je crois que Talleyrand l'a dit, Clémenceau l'a dit. Et en fait, c'est assez marrant. Doucement, mon ami, nous sommes pressés. Moi, en tout cas, j'ai envie de la retenir pour 2 choses. La première, c'est en fait, on a toujours voulu, d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue conception, d'un point de vue, pour le coup, l'attrait product, se focaliser sur comment on fait bien les choses. L'idée, c'était, on le verra juste après sur le deuxième point, mais l'idée, c'était quand on met en place quelque chose, il faut qu'on le fasse bien, parce que c'est ça qui nous fera gagner du temps derrière. C'était hyper intéressant parce que ça nous a permis de faire des choses, à mon avis, hyper qualitatives dans nos phases de conception, dans nos phases de développement, et qui font qu'aujourd'hui, on a une satisfaction client qui est assez incroyable. On en a parlé tout à l'heure, je crois, mais on est à plus de 4,8 sur 5 avec plus de 150 000 contrats. On a pratiquement 0 downtime d'un point de vue technique. On a très très peu de support. On a vraiment mis le paquet là-dessus, et ça nous a pris du temps, beaucoup de temps. Et donc ce qui était appréciable à ce moment-là, ça a été moins le cas après, et c'est pas forcément, je regarde Yann, mais c'était que Yann, il faisait vachement confiance là-dessus. Notre business nous faisait vachement confiance à dire, ça prend le temps que ça prend, je vais pas vous challenger sur combien de temps ça prend, et si vous m'assurez de vous faire quelque chose de propre et d'excellent, ça me va très bien. On voit qu'après, quand on commence à avoir un petit peu de visibilité au-delà, c'est beaucoup plus difficile à tenir. Et c'est d'autant plus paradoxal, excuse-moi je t'interromps, c'est d'autant plus paradoxal que la première phase, on était allé très vite, en itération très rapide, et donc on a aussi habitué des gens qui sont des retailers, qui sont des gens qui font du commerce, qui ouvrent un magasin à 9h, qui le ferment à 18h, qui font la caisse le soir, à ce que ça aille très vite, et leur dire qu'il fallait qu'on prenne notre temps. Ils ne comprenaient pas, ils disaient mais vous avez été super rapide pour nous sortir un POC en plein Covid alors que vous n'aviez pas le droit de sortir de chez vous en 3 mois, pourquoi ça prend tant de temps que ça? Pourquoi on prend tant de temps que ça? Parce qu'on n'est plus en POC, on est en MVP, on est en train de construire. Donc là maintenant, il faut qu'on prenne le temps de faire les choses correctement. Et c'est exactement le deuxième point sur ce nous sommes pressés, c'est que tu peux laisser la slide d'avant, c'est qu'en fait il faut adapter sa vitesse en fonction de la maturité de son projet. Et en effet, pendant le POC, on a été très très vite. Vraisemblablement, on a pris beaucoup de raccourcis. On n'était pas du tout intégré à Decathlon. Donc ça veut dire que rien n'était dans les outils de compta, dans les outils de bonus. Rien n'était OK. Mais on a prouvé rapidement la valeur de quelque chose. Sur la deuxième partie, plus MVP, ou en tout cas, on commence à structurer un petit peu les choses. Là, on a été beaucoup plus qualitatif, donc on a pris beaucoup plus de temps, et ce qui nous permet, je l'espère, parce que là on arrive dans la phase, à mon avis, d'industrialisation et de scale très très fort, de pouvoir à ce moment-là gagner du temps, parce qu'on a pris peut-être plus de temps sur la partie comment on passe
du 0 contrat à 100 000, et ben, je pense que du 100 000 ou 1 million de contrats, on ira beaucoup plus vite parce qu'on a bien travaillé et été plutôt bon à la fois dans nos conceptions et dans notre façon de gérer l'ensemble des éléments. Alors, je vous laisse le lire un petit peu. Celle-là, elle est un peu plus longue. Bon, globalement, celle-là, elle est pour dire que, en fait, c'est pas de tout repos. J'entendais parler aussi ce matin sur la partie le product manager, finalement, il dit qu'il est responsable de tout, il décide de tout, mais finalement, il décide de rien. Il doit influencer les bonnes décisions dans le produit. Bon, on a clairement vécu ça, et en plus de ça, on a vécu une sorte de bataille qui s'est renforcée, on va dire, avec le temps, entre deux façons de voir les choses complètement différentes. La façon du retail, donc Decathlon 1976, donc ça faisait quelques années quand même qu'ils faisaient du retail plutôt avec succès. On fait toujours du retail, et avec une philosophie qui est bien particulière, des méthodes, etc. Et nous, on arrive et on dit attendez, on va vous expliquer, on fait du product management, c'est complètement différent. Vous décidez plus côté business, c'est nous qui décidons. On va vous dire quand est-ce qu'on va faire les choses. Ne nous demandez pas des roadmaps à 3 ans, on ne vous les donnera pas. Et donc forcément, ça crée quelques frictions. Et donc il faut réussir à trouver comment on gère ces éléments-là. D'un côté, il y a une culture de la solution. Je veux ça comme ça demain. De l'autre côté, il y a une culture plutôt du problème, où je pense que j'ai été détesté des équipes de Yann notamment, parce que je posais toujours une question quand on me posait une question. Et ça, c'était hyper compliqué. Non, je te demande quand est-ce qu'on pourrait avoir ça. Et moi, je reposais une question sur l'intérêt, l'impact, pourquoi, quel résultat. Il y a une culture d'un côté du fait, pas fait. Est-ce que tu as fait les choses sur lesquelles tu t'étais engagé? Et nous, évidemment, c'est important de faire les choses. En revanche, ce qui est surtout important, c'est que ça produise les résultats qu'on avait imaginé que ça produirait. Donc, globalement, ça a été pas évident du tout, et il a fallu beaucoup ajuster. Je pense aussi de ce fait-là que notre relation avec Yann, qui n'a pas toujours été très facile, qui a souvent été très franche, mais on est aussi de bon caractère. Je ne l'ai pas dit fort, vous avez vu. Mais elle a quand même aidé, parce que je peux vous dire qu'en dessous, dans nos équipes, c'était parfois un petit peu la guerre. C'était la guerre de tranchées. On ne se comprenait pas. Oui, parfois, ouais, tout à fait. Et tout ça pour dire qu'il y a un enseignement complémentaire de ce que dit JB, de ce témoignage, c'est qu'il a fallu à un moment donné construire des moments avec l'équipe, où globalement les gens du business et les gens de la tech et du product passaient du temps ensemble pour se dire les choses, pour se dire mais je ne comprends pas ton métier, je ne comprends pas ton attitude, je ne comprends pas pourquoi tu fais ça, j'ai besoin de me mettre à ta place, et toi, mets-toi à ma place. Ces moments-là, en fait, ils ont été importants parce qu'ils ont permis de garder le lien et d'éviter qu'on soit dans deux mondes parallèles dans lesquels chacun défend ses intérêts et se dit c'est pas mon problème, c'est le problème de l'autre. Et quand on commence à rentrer dans cette dynamique-là, on commence à rentrer dans une dynamique d'échec de projet. Pardon. Est-ce que si tu vas pouvoir passer à la caisse? Oui. Passer à la caisse, témoignage aussi, on est parti, on a fait un POC en plein Covid, il y a des gens qui pensaient qu'on était comment dirais-je, en chômage technique, et quand on a sorti la solution et que le DG de l'époque m'a appelé en disant mais c'est quoi, pourquoi il y a des mecs qui me félicitent sur un projet, je ne suis pas au courant de ton projet, c'est quoi le projet en fait, et en fait on est allé très vite, et donc on a fait le 0 à dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, ça marque une équipe, ça marque des personnes, et vous avez une étiquette. Et dans l'entreprise, vous avez cette étiquette. Et cette étiquette, il faut en prendre conscience si vous êtes amené demain à travailler sur des projets de cette nature, pour l'économie circulaire ou des projets d'innovation. Si vous êtes les précurseurs et les défricheurs, vous ne serez probablement pas les développeurs. Et en fait, c'est frustrant. Parce qu'au moment où vous arrivez à un seuil où vous pouvez développer, au moment où vous arrivez à une dizaine de millions et vous vous dites, en fait, ce truc-là, c'est mon bébé, et c'est notre bébé, on l'a fait, ça sort de rien, c'est probablement le moment où il faut que vous passiez la main. Et il faut probablement vous organiser pour que ce soit facile pour vous. C'est-à-dire que vous l'ayez décrété dans un mandat en disant, bah voilà, en fait, moi, je vais avoir un mandat de 3 à 4 ans maximum, après, ça sera quelqu'un d'autre. Et il faut aussi que vous vous méfiez, pour vous-même et peut-être pour votre équipe,
d'un stade que moi j'ai vécu, que parfois je me surprends encore, et qui est de dire, mais en fait, ce projet, c'est vraiment quelque chose que globalement et en équipe on a fait naître, mais maintenant il faut passer la main. Il ne faut pas que mon ego, que le projet soit au service de mon ego, mais que mon ego reste au service du projet. Et à partir du moment où on est dans cette dynamique-là, on est dans une dynamique de succès. Et ce que je voulais vous dire par passer à la caisse, c'est que les conséquences d'un projet de cette nature, qui est un projet d'innovation en early stage, c'est que quand il se développe et qu'on se dit, bah, tiens, ça y est, je peux enfin avoir mon bâton de maréchal, c'est probablement le moment où il faut que vous partiez et vous laissiez la main à une autre équipe et vous organisiez ce passage de relais, parce que ça sera probablement la meilleure manière de faire perdurer ce projet et de le faire réussir. Voilà, quelques derniers messages. Moi, je voulais vous passer un dernier message de ce que j'ai vécu aussi. Un projet de cette nature, donc là, on va rezoomer sur un projet de transformation globale et transformation digitale. Si vous n'avez pas le soutien de sponsors puissants dans l'entreprise, ça ne mènera pas très loin. Si la DG, si ce n'est pas inscrit dans une stratégie direction générale, ça n'ira pas très loin. Ça fera des beaux POC, on en fera des belles choses, on sera content, on aura eu un succès d'estime, mais ça n'ira pas très loin. Si vous êtes dans une logique de transformation, avoir vraiment l'envie, comme on a envie chez Decathlon de le faire, c'est-à-dire de transformer notre business model et d'infléchir notre courbe d'impact, il faut que vous ayez un sponsor puissant et que ce sponsor puissant soit solide dans le temps. Parce qu'à un moment donné, ça branle dans la carlingue, l'avion bouge beaucoup et c'est pas très facile. Et en plus, vous avez des détracteurs qui sont des gens indispensables à la réussite du projet, sinon vous faites n'importe quoi. En revanche, c'est passionnant, c'est le deuxième truc que j'ai envie de vous dire avant de laisser la parole à JB sur le sujet. C'est passionnant parce que, sincèrement, moi j'ai 57 ans, j'ai été entrepreneur avant d'être intrapreneur chez Decathlon. J'ai rarement vécu un projet aussi riche en matière de transformation qui touche à l'ensemble des aspects de l'entreprise. L'économie circulaire, quand vous faites un business linéaire, c'est une transformation à tous les étages. Et donc c'est un projet extrêmement passionnant sur lequel vous apprenez beaucoup parce que vous allez faire de la finance, vous allez faire de la value chain, vous allez faire de l'IT, vous allez faire du commerce, vous allez faire du management du changement. Et vous apprenez beaucoup avec vos équipes et vous apprenez aussi beaucoup sur vous-même. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Donc si vous avez l'occasion de le faire, n'hésitez vraiment pas à le faire. Un bon sponsor, et allez-y, foncez, on ne sait jamais, ça peut marcher. Moi, de mon côté, on va parler un peu produit. C'est marrant, la conf ce matin m'a beaucoup parlé sur justement l'aspect produit, business, etc. Ce qui est sûr, c'est que moi, sur ces 4 dernières années, j'ai beaucoup appris aussi sur cette partie-là. J'ai eu beaucoup d'espoir de pouvoir faire du product by the book. Je ne sais pas si finalement il existe ce book. Et j'ai eu beaucoup de frustration. Je pense que j'ai créé aussi beaucoup de frustration autour de moi. Ouais, je te confirme. Merci Yann. Je pense qu'il y avait encore pire. Et en fait, s'il y a un truc dont j'aimerais me souvenir, si je dois revivre ce type de projet, et j'espère pouvoir en revivre des aussi cool que celui-là, c'est que en fait, au bout d'un moment, quand on ne se comprend pas, c'est une évidence aujourd'hui, en tout cas chez Decat, il y a des équipes business et il y a des équipes product. Et les deux, elles doivent cohabiter et elles ne savent pas trop comment cohabiter. Pour le moment, j'espère qu'on va continuer à s'améliorer. Et en gros, on ne peut pas faire sans. Quelque part, on aurait adoré, côté product, de dire on enlève le business. Mes équipes me le disaient souvent, JB, si on enlevait les 3 mecs qui sont là, tu verrais, ça irait beaucoup mieux. Mais on peut pas, et c'est même pas souhaitable, parce qu'en fait ils ont d'autres compétences. Enfin, c'est souvent là en l'occurrence c'est des retailers qui ont été directeurs de magasins, directeurs régionaux, donc ils apportent quelque chose qui est hyper intéressant. En revanche, ce qui est sûr, c'est que quand on crée un mur virtuel entre eux et nous, définitivement ça peut pas marcher. Et là, on continue à travailler de ce côté-là et comment on fait pour mieux collaborer. Il y a un truc qui me marque, qui m'a été beaucoup dit, et je pense que là, je commence à prendre conscience de ce que ça veut dire pour moi. C'est qu'il y a un moment, quel que soit le rôle dans une équipe produit, et dans l'équipe produit, je mets le business, je mets le produit, je mets le marketing, je mets le design, je mets la tech, l'engineering, je mets la data. Tout cela, on doit chercher à gagner ensemble et pas chercher à avoir raison. Et je pense que souvent, nous, on a cherché à avoir raison, à faire les choses de la manière la plus parfaite qui soit.
Et je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Et donc, demain, si je dois le refaire, j'essaierai de me souvenir ça. Donc, on doit essayer de gagner ensemble, pas le product qui gagne contre le business ou le business qui gagne contre le product. Et de ce fait-là, pour pouvoir le faire, c'est si vous avez des problèmes avec votre business demain, mettez-le dans vos équipes. Si vous êtes business, vous avez des problèmes avec vos products, mettez-le dans vos équipes. Et au pire, il y en a un des deux qui se rendra compte qu'il est inutile. Au mieux, ils travailleront ensemble et ça fera des chouettes projets. Merci à tous.